Bienvenue à Bruxelles pour ce 293e numéro de la faute à l'Europe. Alors que les enquêtes d'opinion tablent sur une montée des droites populistes nationalistes à travers l'Europe, à l'occasion des élections européennes du mois de juin, ce sera le 9, ça s'organise ici au Parlement européen. Le parti Reconquête d'Éric Zemmour, dont la liste est tirée par Marion Maréchal Le Pen, vient de rejoindre le groupe des conservateurs et réformistes européens. Ici, on appelle ça le groupe ECR. C'est le même groupe que les Italiens de Fratelli Italia, de Giorgia Meloni, la première ministre, que le PiS polonais et puis le Fidesz, le parti nationaliste hongrois de Viktor Orban, devrait également les rejoindre, ce qui fait que l'ECR espère bien devenir la troisième force politique ici au Parlement européen et ainsi prendre la place des Renew, Renaissance d'Emmanuel Macron, derrière le Parti populaire européen et les sociaux-démocrates. Mais ce n'est pas le même groupe que le RN, qui, lui, caracole en tête des sondages en France, mais qui appartient à ID. Identité et démocratie, c'est un groupe amené à peser, a priori, beaucoup moins ici au Parlement européen. Alors pour l'instant, au sein de l'ECR, les amis d'Éric Zemmour, les conquérants français, ils sont un. Et ce bataillon, il est avec nous en plateau. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Vous êtes plutôt, on va dire, l'éclaireur. Vous êtes le scout. Ah, vous savez, un nouveau parti, il a déjà de la chance, d'une certaine manière, d'avoir déjà des élus. Il y a beaucoup de nouveaux partis qui n'ont pas du tout d'élus et qui n'en auront peut-être qu'à partir de juin. Donc, on a la chance d'être déjà là. L'homme des tractations, c'est vous qui avez négocié le ralliement de Reconquête à l'ECR et vous allez nous expliquer finalement ce que cela implique de vous aligner politiquement avec ces autres partis européens. Également avec nous, Jade Grandin-Léprevier, correspondante de l'Opinion. Bonjour. Et Jean Quatremer, correspondant de Libération. Entre l'ECR et ID, madame, monsieur, votre cœur balance ou L'ECR, c'est un parti, c'est un groupe politique fréquentable qui n'est pas entouré par le cordon sanitaire dont souffre Identité Démocratie, qui est considéré ici comme trop d'extrême droite, trop fasciste, entre guillemets. D'accord, donc Zemmour, Marion Maréchal Le Pen, Bay, fréquentable, Le Pen-Bardella, cordon sanitaire, ok. Jade? Oui, c'est quand on parle de l'extrême droite au Parlement européen, souvent c'est pour faire référence au groupe ID. Quand on parle de la droite radicale eurosceptique, c'est pour faire référence au groupe ECR. Et ce qui est marrant, c'est qu'en France, ces deux groupes, donc Reconquête et le RN, sont tous les deux considérés comme infréquentables et en dehors de l'arc républicain selon Emmanuel Macron. Donc cette géométrie variable de qui est fréquentable ou pas, elle varie en France et elle varie en Europe. Sachant que le CR, c'était le groupe dans lequel siégeaient les conservateurs britanniques avant, et qui étaient largement eurosceptiques, mais avant le Brexit. Alors on va essayer de mieux comprendre ce que représente le groupe ECR. Décryptage avec Valérie Astruc, la correspondante de France Télévisions à Bruxelles. Au Parlement, l'extrême droite est loin de former un bloc uniforme. Elle se divise en deux groupes. D'un côté ECR, de l'autre ID. ECR compte notamment Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, le PiS polonais et Vox, le parti populiste espagnol. ECR est le 5e groupe en nombre d'eurodéputés. Et le 6e groupe, c'est ID. Il rassemble le RN de Marine Le Pen, la Ligue de Matteo Salvini et l'extrême droite allemande, l'AfD. Sur le plan idéologique, les deux groupes ont des points communs. Même volonté de stopper l'immigration, même priorité à la nation, même critique de l'écologie. Mais là s'arrêtent les ressemblances. ECR, dominé par les Italiens, est très atlantiste et nettement anti-russe, le contraire d'ID, qui est résolument anti-OTAN et plutôt russophile. Enfin, au Parlement, ID est isolé car les autres formations ont dressé autour de lui un cordon sanitaire le privant de postes de pouvoir. En revanche, ECR est jugé plus fréquentable et accède aux responsabilités. Et à l'approche des élections, les sondages prédisent qu'à eux deux, ces groupes pourraient totaliser 25% des sièges. Mais pour peser, encore faut-il s'unir. Or, à ce stade, c'est l'inverse qui se produit. La concurrence fait rage entre les droites nationalistes. ECR vient de recruter Marion Maréchal, la tête de liste d'Éric Zemmour. Un coup dur pour Marine Le Pen et l'extrême droite finlandaise a quitté ID pour rejoindre ECR. Bref, au Parlement, peu de chances que les extrêmes droites renversent le jeu politique. Mais si leur poussée électorale se confirme, cela aura forcément un impact sur les décisions prises par l'UE. Merci beaucoup Valérie. Les tractations ont été difficiles, donc c'est vous qui avez négocié avec ECR.
vous avez dû faire des concessions ? Non, pas du tout. On a eu des échanges. Vous savez, moi, je suis député européen depuis 10 ans. J'ai beaucoup de contacts de longue date, même quand j'étais pas dans le groupe ECR, avec des députés et avec des partis Avant, du groupe vous étiez ECR. RN. Absolument. Mais en réalité, pourquoi nous avons rejoint l'ECR ? Tout simplement parce que c'est le groupe qui correspond à notre ADN politique. Qu'est-ce que c'est que l'ADN politique de Reconquête et d'ECR ? C'est à la fois une vision européenne, à la fois clairement européenne, civilisationnelle. Nous voulons défendre l'identité européenne, défendre notre marché, défendre nos frontières, défendre nos libertés. On n'est pas du tout anti-européen. On constate simplement que l'Union européenne a trahi ses promesses, que l'Union européenne, telle qu'elle est organisée aujourd'hui, n'assure pas notre puissance collective, ne défend pas nos intérêts vitaux et qu'elle est dans son fonctionnement pas assez démocratique, c'est le moins qu'on puisse dire. On y reviendra sans doute avec la Commission européenne qui accapare des pouvoirs considérables et qui devrait, selon nous, être un organe administratif et non pas un organe exécutif. Ensuite, les trois autres éléments principaux de notre ADN politique commun, ECR et Reconquête, c'est à la fois une vision clairement de préservation de notre identité contre l'immigration massive, contre la menace de l'islamisation. C'est aussi la défense des libertés économiques contre les excès de bureaucratie, contre les ressources propres, c'est-à-dire un impôt européen qui vient s'ajouter dans le millefeuille fiscal à la fiscalité française. C'est la valeur travail contre l'assistanat, c'est une vision pour les libertés économiques, contre l'inflation permanente des normes, notamment sous prétexte environnemental. Et enfin, troisième élément, c'est une vision conservatrice que nous assumons totalement. On ne veut pas du wokisme, on ne veut pas de l'autoflagellation permanente sur l'histoire pourtant belle et grande de nos nations européennes, et on ne veut pas les délires sociétaux des progressistes. Vous qui étiez un insider au sein du RN, il pèse quoi le RN aujourd'hui et demain au sein d'ID, au sein du Parlement européen ? Quand on est député RN, on fait quoi ici ? Moi, je fais le constat aujourd'hui, mais qui est largement partagé, qu'évoquait Jean Quatremer, c'est que le RN aujourd'hui est totalement isolé au sein du Parlement européen et le groupe ID est isolé, et c'est un des enjeux des élections européennes. À la présidentielle, on nous a dit il y a un vote utile. Il y a un vote utile parce qu'il faut être absolument au second tour, et ça a poussé beaucoup d'électeurs qui avaient une préférence pour Éric Zemmour à voter finalement pour Marine Le Pen, par crainte d'avoir un second tour opposant, par exemple, Emmanuel Macron à Jean-Luc Mélenchon. Aux européennes, ça n'a rien à voir. Aux européennes, certes, le Rassemblement national fera un bon score. Il a déjà fait le meilleur résultat, il est arrivé en tête en 2014, et en 2019, j'en faisais partie à l'époque. Ça n'a rien changé, ni au niveau européen, ni d'ailleurs en politique nationale. Ça n'a pas empêché Emmanuel Macron d'être élu et réélu. Et en revanche, avoir des députés... aujourd'hui, on est donné à 8% dans les sondages, ça ferait 8, peut-être 9 députés de Reconquête, je serais plus tout seul ici, eh bien, qui sont dans un groupe qui lui-même est influent parce qu'on a des alliés qui sont au pouvoir, donc qui siègent au Conseil, les Italiens, les Tchèques, les Finlandais, les Suédois. C'est peut-être important de le dire, hein, le groupe ECR a actuellement 4 partis qui sont au pouvoir, et on aura sans doute davantage encore au lendemain des élections européennes. Donc en clair, il vaut mieux avoir 8 ou 10 députés compétents dans un groupe influent que 25 députés pas forcément compétents dans un groupe qui... Oui, ce qu'il faut expliquer, c'est que jusqu'à présent, il y avait le principe d'un cordon sanitaire au Parlement européen. C'est pour ça que le RN, et l'AfD en Allemagne, même s'ils ont beaucoup de sièges au sein du groupe ID, ils sont complètement isolés. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que normalement, vu le nombre de députés qu'ils ont, ils auraient droit à avoir des postes prestigieux comme des vice-présidents du Parlement, des rapporteurs sur des textes importants. Et dès qu'ils présentent un candidat, tous les autres partis se liguent contre eux, donc c'est un peu comme le Front républicain en France, pour dire non, c'est l'extrême droite, elle ne doit pas accéder à ces sièges, donc là on se met tous ensemble. Jean, politiquement, pour Reconquête, de rejoindre l'ECR, c'est d'abord un pied de nez à Marine Le Pen. Je dois dire, ça devient une véritable machine à perdre, Marine Le Pen, ça m'interpelle, parce que là elle pouvait faire un choix qui aurait été un choix malin, qui était de suivre Fratelli d'Italia. Donc elle avait le choix en Italie de choisir Fratelli d'Italia contre la Ligue qui est très nettement anti-européenne, anti-OTAN, pro-russe, etc. Et elle a fait le choix exactement inverse. Même chose en Allemagne, c'est complètement fascinant de s'aligner sur l'Alternative für Deutschland, qui est un parti qui est clairement aujourd'hui marqué à l'extrême droite, voire néo-nazi, qui suscite un rejet massif en Allemagne. Vous vous rappelez, il y a eu cette réunion secrète des dirigeants de l'extrême droite pour virer d'Allemagne des Allemands d'origine étrangère. Je veux dire, un truc, peut-être que certains à l'extrême droite
en France en caressent le rêve, mais en tous les cas, il n'a jamais été question, dans l'extrême droite européenne, d'expulser des Français d'origine étrangère. Ça rappelle Pétain, ça rappelle l'occupation nazie de la France. Donc, Marine Le Pen fait un choix complètement démentiel en continuant à être alliée aussi avec le VVD néerlandais de Geert Wilders, etc. Le choix de Reconquête, là, je dois dire, de ce point de vue-là, c'est super malin. Je quitte le champ de l'extrême droite totalement infréquentable et puante qui est le Rassemblement national, et je me rapproche de partis de gouvernement. Parce que Marine Le Pen, alors, sauf si Geert Wilders arrive au pouvoir aux Pays-Bas, elle n'a aucun parti qui est membre de gouvernement dans son groupe politique. C'est un choix suicidaire. Bon, vous buvez du petit lait, là. Écoutez, non, moi je fais juste le constat que notre objectif, c'est de réorienter totalement l'Union européenne, la construction européenne. Et nous voulons d'ailleurs un fonctionnement beaucoup plus démocratique, privilégier l'intergouvernemental, multiplier les coopérations, pas forcément tout faire à 27, ce sera un des débats des élections européennes. Certains défendent l'idée de faire sauter le verrou de l'unanimité, c'est-à-dire avoir beaucoup de décisions à la majorité qualifiée ou à la majorité simple au Conseil. Ce serait la fin des souverainetés nationales. Nous, ce que nous défendons, c'est que à la fois le constat est juste, c'est-à-dire que le système à 27 aujourd'hui, où tout doit se faire à 27, ça empêche d'être rapide et agile, et ça aboutit souvent à des décisions au plus petit dénominateur commun, et ça donne un pouvoir considérable à la Commission européenne, qui pourtant est l'institution qui a le moins de légitimité démocratique. Eh bien, il faut simplement, au lieu d'en tirer la mauvaise conclusion qu'il faut passer par pertes et profits la démocratie et mettre en place un État centralisé bruxellois, on est même au-delà du fédéralisme dans l'esprit de certains, eh bien, il faut au contraire faire des coopérations beaucoup plus souples, certaines à 20, d'autres à 18, d'autres à 22. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait déjà. Quand on nous dit que c'est pas possible, c'est faux. On l'a déjà fait dans beaucoup de domaines. On l'a fait pour Schengen, on l'a fait pour l'euro. Ça n'a pas toujours été très heureux d'ailleurs. Mais en tout cas, la méthode qui consiste à ne pas toujours tout faire à 27, à mon avis, est la méthode efficace. Comment on fait pour avoir demain des géants européens en intelligence artificielle et en digital? Comment on fait pour avoir des géants industriels? Comment on fait pour revenir sur le devant de la scène sur le plan énergétique, ce qui passait évidemment par le nucléaire? Comment on fait pour être capable d'avoir une protection efficace de nos frontières extérieures? C'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, c'est ça les réponses qu'on doit apporter en juin prochain. Et on a une possibilité, en faisant battre le groupe d'Emmanuel Macron au Parlement européen, eh bien, de défendre beaucoup plus efficacement dans une nouvelle coalition et une nouvelle majorité, en quelque sorte, ou en tout cas des majorités ponctuelles, projet par projet, totalement différentes de ce système actuel où on a PPE socialistes et macronistes qui sont finalement d'accord sur tout dans le dos des peuples. Bon, les droites radicales seront-elles les faiseuses de rois après les élections européennes du 9 juin? Eh bien, je vous propose d'écouter l'édito de Jean Quatremer. Les grandes manœuvres post-électorales ont déjà commencé. Les partis politiques nationaux savent que pour peser au Parlement européen, il faut faire partie d'un groupe numériquement important pour constituer des majorités. C'est le coup qu'avait réussi La République En Marche en 2019 en créant le groupe Renew, qui a brisé le monopole détenu depuis 1979 par les deux mammouths qu'étaient les conservateurs du PPE et les socialistes. Depuis 5 ans, la majorité est donc formée de 3 groupes politiques. Marine Le Pen, mais aussi tous les populistes et les droites radicales qui ont le vent en poupe dans les sondages, espèrent bien devenir à leur tour des faiseurs de rois, notamment en pesant sur la nomination d'Ursula von der Leyen, candidate à un second mandat à la tête de la Commission. Selon les sondages, Identité et démocratie, ID, le groupe où siège le Rassemblement national ou Alternative für Deutschland, pourrait devenir le 3e de l'hémicycle derrière le PPE et les socialistes et devant Renew. Les conservateurs eurosceptiques de CR, de leur côté, feraient jeu égal avec les centristes de Renew. On prédit à ID et à l'ECR autour de 180 sièges sur les 720 que comptera l'hémicycle, un étiage qu'ils n'ont jamais atteint. Si ces deux groupes fusionnaient, le rêve du RN, ils deviendraient même le premier du Parlement. Mais cela n'a aucune chance de se produire, car si ID, qui est entouré par un cordon sanitaire lui interdisant tout poste à responsabilité, est europhobe, russophile, anti-américain, ce n'est pas le cas de l'ECR, qui est pro-américain et seulement eurosceptique, ce qui rend d'ailleurs assez étrange l'adhésion de Reconquête d'Éric Zemmour. De toute façon, en imaginant même que tous les populistes se donnent la main, ils ne pourraient s'allier à personne. La plupart des partis qui composent le PPE, excluant de travailler avec le RN, le Vlaams
Vlaams-Belang, la Ligue italienne ou le VVD néerlandais. Et évidemment, ni les socialistes ni Renew n'accepteraient de former une majorité avec les populistes. En revanche, l'affaiblissement du PPE, des socialistes et de Renew, dont la majorité ne devrait être de que trentaine de sièges environ, va sérieusement compliquer la tâche de ces trois groupes, d'autant qu'il n'existe pas de discipline de vote. Autrement dit, il y a une possibilité pour l'ECR de devenir une force d'appoint de l'actuelle majorité tripartite si le petit groupe des Verts refuse ce rôle. Merci, cher Jean Quatremer. C'est intéressant parce que vous parliez tout à l'heure beaucoup du cordon sanitaire en Europe, dans la capitale européenne. En Belgique, ici, il y a toujours le cordon sanitaire, par exemple, dans les médias. Je ne suis pas sûr que Nicolas Bay... Vous êtes déjà allé parler sur un média belge ou pas? Oui, ça m'est arrivé, mais vous savez, cette histoire de cordon sanitaire, en réalité, c'est une invention je terminerai ma question à Jade excusez-moi, non, je vous en prie. C'est un peu l'invention de la gauche et de l'extrême gauche ici, contre la démocratie. Voilà. En réalité, en démocratie, ce sont les électrices et les électeurs qui décident. Et d'ailleurs, partout en Europe, on a des systèmes à la proportionnelle. La France est une exception, sur les 27 pays européens. Et donc, ça aboutit régulièrement à des coalitions. Et évidemment, il n'y a pas de logique de cordon sanitaire. Et puis, vous savez, je vous entendais tout à l'heure expliquer qu'il y a l'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite. Vous savez... Le groupe ECR, c'est un groupe de conservateurs, c'est un groupe de droite, assumé. Nous défendons des idées et des valeurs de droite, droite sur l'économie, droite sur les questions de société, droite sur l'identité. Voilà, ça n'a rien d'extrémisme. L'extrémisme aujourd'hui, c'est Ursula von der Leyen. C'est von der Leyen qui aujourd'hui accapare le projet européen au détriment des peuples. Et c'est ce qu'elle a fait pendant 5 ans et c'est ce que nous voulons lui empêcher de faire pour les 5 années. Vous, dans l'hémicycle, vous êtes à la gauche d'idées. Oui, si on veut, je pense pas. Identité et démocratie. En réalité, ça nécessite une petite explication. Le groupe ID, en fait, c'est un groupe populiste. Ils se définissent eux-mêmes comme n'étant pas de droite. Donc c'est assez difficile de dire ce qu'ils sont. On sait ce qu'ils ne sont pas. Ils ne sont pas de droite. Longtemps, c'est vrai, ils ont défendu pour un certain nombre d'entre eux l'idée du Frexit, ou en tout cas de la sortie de l'Union européenne. Ils ne le disent plus, ils ne l'assument plus, mais on ne sait pas ce qu'ils proposent. Le groupe ECR, il a le mérite de l'antériorité et de la clarté, c'est-à-dire que nous défendons à la fois une vision authentiquement européenne, mais réformiste. Réformiste, ça a un sens, c'est-à-dire, en fait, nous considérons que le fonctionnement institutionnel actuel de l'Union européenne dessert nos intérêts vitaux et qu'il porte atteinte à la démocratie. Voilà, on a un déséquilibre institutionnel entre la Commission, le Conseil et le Parlement. Jade, il faut se diriger vers une normalisation, et les orientations ne sont pas bonnes. Finalement, de ces partis. Si on prend du recul et qu'on analyse un peu la stratégie politique de ces partis, RN, Reconquête, ID, ECR, ils sont dans une stratégie assumée de normalisation. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus qu'on les appelle extrême droite. Ils disent on n'est pas d'extrême droite, on est de droite. Et ils essayent d'avoir des acquis qui montrent qu'ils se normalisent. On est la vraie droite. Voilà. Donc par exemple, c'était un coup gagnant en effet pour Reconquête de rejoindre l'ECR. Parce qu'au Parlement européen, ECR, c'est un groupe avec lequel la droite classique discute de plus en plus. De même, le RN a eu aussi un coup gagnant de normalisation récemment, parce qu'ils ont réussi à débaucher l'ancien directeur de l'agence Frontex, qui est une agence européenne. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est qu'il y a toujours au centre, chez les socialistes et les Verts, beaucoup de gens qui disent « Attention, on va trop loin dans la normalisation ». Et tout ça, au final, ça pose une question de est-ce que, en effet, c'est antidémocratique de refuser de parler avec l'extrême droite? Est-ce que ce n'est pas efficace puisque c'est ce qu'on fait depuis des années et l'extrême droite monte dans les sondages? Et si on discute avec eux, est-ce qu'on pourra mieux combattre leurs idées ou est-ce qu'au contraire, on va les banaliser? Et ça, c'est un débat qui est prégnant et qui sera prégnant durant la campagne électorale. Après, il y a des points de désaccord intéressants parce qu'on parle beaucoup de ECR et ID, mais au sein même de l'ECR, ils n'ont pas les mêmes idées. La plupart des formations politiques qui composent l'ECR sont en faveur d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ou de manière générale d'un élargissement. Pas sûr que ce soit tout à fait la ligne de Reconquête. On va parler de l'Ukraine à présent avec un positionnement qui varie parfois entre les différents partis eurosceptiques. Et donc on va rejoindre Paul Germain qui traîne un peu comme toujours dans les coulisses du Parlement européen. Tiens, Paul, à votre avis, Nicolas Bay, il pense quoi du soutien à l'Ukraine ?
Eh bien, Yann Anthony, il y a 2 ans, en tout cas, juste après le déclenchement de la guerre en Ukraine, le Parlement européen a voté à une écrasante majorité des sanctions contre la Russie. Nicolas B s'est abstenu. Bon, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Les défenseurs de l'Ukraine peuvent se dire que c'est mieux que le Rassemblement national, dont les 19 eurodéputés n'étaient même pas présents, en déplacement à Perpignan. Et comme l'a expliqué Thierry Mariani, comment voulez-vous voter à 14h à Strasbourg et être à 19h à Perpignan? Bref, c'est la faute à la SNCF. Bon, pour revenir à Reconquête, on ne peut pas dire que le parti accueille avec enthousiasme l'entrée de l'Ukraine dans l'Union, notamment au nom de la défense des agriculteurs. Écoutez Marion Maréchal-Le Pen. La France devrait clairement prendre position pour ne pas faire de fausses promesses à l'Ukraine en laissant entendre qu'elle pourrait entrer au sein de l'Union européenne. Je veux dire, ce serait la solidarité, c'est pas le suicide, si vous voulez. Aujourd'hui, rappelons quand même que l'Ukraine a un quart des terres agricoles sur le continent européen. C'est la 4e producteur mondial de céréales. Ils ont des exploitations qui, pour certaines d'entre elles, font la taille du Jura. Et alors, sur cette question, il n'y a en apparence pas une feuille de papier à cigarette entre Reconquête et le Rassemblement national. Écoutez par exemple Jean-Paul Garou. Depuis le début du conflit, l'Union européenne a cédé à toutes les demandes ukrainiennes, laissant principalement leurs volailles et leurs céréales accéder librement au marché européen, quitte à sacrifier nos agriculteurs. Alors pour Reconquête, ça ne sera quand même pas facile avec Giorgia Meloni, figure de proue du groupe ECR, parce que la première ministre italienne considère que le monde libre a une dette envers les Ukrainiens, mais Nicolas B va vous expliquer et on fait un pari, il va commencer par vous dire que c'est très simple. Bon voilà, donc Paul Germain qui nous fait les questions et les réponses. Alors vous parlez quand même ou... Bien sûr, alors, et je pense que c'est pas très simple. En réalité, quand on parle de sujets aussi sensibles et délicats que les situations géopolitiques, et en l'occurrence l'Ukraine, c'est jamais très simple. Mais je pense que ça nécessite une petite explication que je vous livre volontiers. D'abord, il ne faut pas tout mélanger. On peut soutenir l'Ukraine sans réserve, c'est ce que nous faisons dans l'agression de la part de la Russie dont elle a été victime. Moi, j'ai voté pour les aides financières à l'Ukraine pour sa reconstruction, même pour les aides pour le développement des capacités d'industrie d'armement européenne, dont une partie bénéficiera à l'Ukraine. Donc nos positions, elles sont très claires. Ça n'empêche pas d'avoir une vision française un peu de non-alignement qui consiste à essayer de parler avec tout le monde sur la scène mondiale. C'est ce qu'on a toujours fait. Souvenez-vous qu'en pleine guerre froide, De Gaulle était capable de parler à Tito ou de parler à Ceausescu. Et c'est pas pour ça qu'il n'était pas dans l'Alliance Atlantique et qu'il n'était pas clairement sur un plan militaire du côté du bloc de l'Ouest. Voilà, donc il ne faut pas caricaturer les positions. Ensuite, il y a une autre question, c'est la question de l'adhésion à l'Union européenne. Moi, je crois que tout le monde l'a dit et ça a été dit à l'instant, l'Ukraine est un géant agricole qui ne respecte aucune de nos normes, ni sociales, ni sanitaires, ni environnementales. C'est un pays aussi dont les finances publiques ne sont pas saines, qui est gangréné par la corruption. Tout le monde fait le constat que l'Ukraine ne remplit, pour dire les choses simplement, aucun des critères d'une adhésion, même lointaine, à l'Union européenne. C'est horrible parce que je vais être là d'accord avec Nicolas B, c'est-à-dire qu'on a tout confondu. Il fallait envoyer un signal politique à l'Ukraine, c'est-à-dire il fallait lui dire un jour vous serez membre de la grande famille européenne. Mais il est clair que, on sait très bien que l'Ukraine, elle ne sera pas prête avant des dizaines d'années. Enfin, d'abord, il faut que la guerre se termine, mais on ne sait pas très bien, parce que ça n'a pas été dit. On attend que la paix soit revenue pour vous faire adhérer. Est-ce qu'on va faire adhérer un pays en guerre? Ça n'a pas été dit. Et les effets qu'aura l'adhésion de l'Ukraine à l'intérieur, pour nous, les pays actuels de l'Union européenne, ça n'a pas été pensé. Ursula von der Leyen ne nous a pas dit un mot sur ce qui allait se passer en matière budgétaire, c'est pour les fonds régionaux, pour le marché agricole, etc. Et quand on lui pose la question maintenant, elle dit il est trop tôt et on voit ça après les élections. Et un point important, il n'y a aucune divergence au sein du groupe ECR là-dessus. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué, il ne vous a pas échappé que ce sont les Polonais qui ont été en première ligne pour dire qu'il fallait arrêter avec l'entrée sans droit de douane ni quota des céréales ukrainiennes sur le marché européen. Ils ont été en première ligne au départ pour soutenir l'Ukraine et maintenant ils sont en première ligne pour dire que... Mais pour une raison simple, c'est qu'ils ont été les premières victimes de cette ouverture aux céréales ukrainiennes. Donc tout le monde, aujourd'hui, est en train de redevenir raisonnable et de faire le constat que bien sûr, on doit avoir des liens privilégiés avec l'Ukraine. Bien sûr, l'Ukraine fait partie de notre espace civilisationnel. Bien sûr, nous devons les défendre, mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent adhérer à l'Union européenne, évidemment. Géopolitiquement, aujourd'hui, l'Europe est à une sorte de croisée des chemins parce qu'on voit que face à des grandes puissances de plus en plus autoritaires, la Russie, la Chine, les États-Unis potentiellement bientôt dirigés par Trump, il y a une question pour l'Europe de dire comment on fait pour pour compter encore sur la scène mondiale. Et il y a un consensus pro-européen qui est de dire
on est plus fort quand on y va ensemble. Donc ça implique plus de solidarité entre nous. Et le problème qui va se poser à la droite eurosceptique, c'est justement le fait qu'elle s'est normalisée en adoptant un discours plus pro-européen. C'est comme ça que Mélanie, aujourd'hui, est devenue beaucoup plus populaire en Europe. C'est parce qu'elle a montré qu'elle était pro-européenne, notamment sur les migrations. Or, ce qu'on entend des partis français comme Reconquête et le RN, c'est toujours un discours très la nation en premier et très il faut un peu détricoter la construction européenne. Donc ça va être intéressant de voir pendant la campagne électorale comment ces partis vont dire quelle Europe on défend. Est-ce qu'on va détricoter l'Europe? Et si oui, comment on fera pour compter sur la scène mondiale? En tout cas, au sein de CR, ça ne va pas être une partie de plaisir non plus, même si c'est un joli coup politique que vous avez fait, parce que ça ne va pas être simple. On parle de l'entrée du Fidesz de Viktor Orban dans le parti ECR, dans le groupe ECR ici au Parlement européen, sauf que les Roumains, par exemple, ça ne leur plaît pas, les Tchèques, ça ne leur plaît pas, parce que Orban, il a une idée assez nostalgique de la Grande Hongrie, et il a des velléités territoriales, et puis il a des positions très pro-russes, ce qui ne plaît pas du tout aux Roumains ou aux Tchèques. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de plaisir. Vous savez, les débats, ils auront lieu au sein du parti politique et du groupe ECR, et pas sur votre plateau de télévision. Et moi, je crois qu'il y aura une capacité d'une vraie droite résolument pour une Europe civilisationnelle contre les orientations actuelle de l'Union européenne. Quand vous dites qu'on ne serait pas européen, c'est tout le contraire. Nous, on est les vrais Européens, et ceux qui ont construit l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, eh bien, en réalité, ils ont affaibli et en partie détruit l'Europe. Nicolas Bay, député européen ECR. On l'aura compris. Merci. Jade Grandin de l'Éprevier. Merci Nicolas Bay. Merci.